Qu'on les appelle écrivains, romanciers, auteurs, ces femmes et hommes de lettres fascinent. L'univers même de l'écriture et plus globalement de la littérature passionne. Quels sont les petits secrets de ces êtres capables de faire vagabonder votre imagination, de vous faire voyager à travers les époques, dans des mondes parallèles, de vous plonger au cœur d'intrigues au suspense intenable, de vous faire rire, voire même de vous faire pleurer? Je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Vive Voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de personnalités passionnées et passionnantes. Zoé Brisby est l'autrice des Égarés, des Mauvaises Épouses ou encore de La double vie de Dina Miller. Elle est mon invitée pour ce nouveau numéro de Vive Voix. De Vive Voix avec CBC Informatique. Zoé, bonjour. Bonjour Audrey. Alors, tu es l'auteur de livres tels que donc Les Égarés, Les Mauvaises Épouses ou encore La double vie de Dina Miller. Ton dernier roman, on est en plein dans l'actualité parce qu'il est sorti hier, donc le 26 février. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette gestion de la sortie d'un livre ? Chaque sortie, c'est toujours un moment de grand stress et un moment de partage aussi, puisque c'est l'instant où tout ce pourquoi on a travaillé, tout se concrétise en fait, et où ce qui était mon sujet, mon roman, là va vivre sa propre vie, et c'est là où le partage vraiment prend tout son sens et où on a vraiment le sens propre, je trouve, de la littérature qui va vers un envol en fait du sujet. Alors, j'ai volontairement pas mentionné le titre de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler de ce nouveau roman ? Alors, ce roman s'appelle Hollywoodland et il est basé sur une histoire vraie, puisque je parle de Peg Entwistle, qui est connue pour être l'actrice qui, en septembre 1932, s'est suicidée en sautant depuis le H du panneau Hollywoodland. Puisque avant de s'appeler Hollywood, Hollywood s'appelait Hollywoodland, que le land a été enlevé par la suite. Et donc, en fait, Peg, qui a vraiment existé, nous, on la connaît peu en France. Elle est très connue aux États-Unis, mais elle n'est connue que pour son suicide, ce que je trouve horrible. C'est sûr. C'était vraiment une actrice très talentueuse, une femme brillante, courageuse, et d'avoir cette vie réduite à une punchline, j'ai trouvé que c'était vraiment une méchanceté du destin terrible, et j'ai eu envie de creuser et de lui rendre hommage. Et donc voilà, c'est plus un roman un peu historique finalement. Tu es d'ailleurs historienne de formation, donc en fait l'histoire au sens large inspire énormément tes différents romans. Oui, en fait, je viens de la comédie à l'origine. J'écrivais des comédies et puis il y a eu ce virage historique qui a eu lieu et j'avais envie. En fait, ça correspond à deux moments de mon existence. Il y avait un moment où j'avais envie de quelque chose de plus léger, tout en ayant un fond quand même profond. Mais j'ai eu envie de revenir à mes racines d'historienne de l'art et de changer en fait du tout au tout. Et je me suis intéressée à l'histoire dans l'histoire. J'aime vraiment tout ce qui est mensonge historique en fait, ou les à côté, puisque on sait très bien qu'une histoire est racontée par les vainqueurs et donc elle est forcément biaisée. Et donc j'aime que le lecteur soit vraiment immergé. Vraiment, souvent on me dit c'est très cinématographique et donc ce virage a eu lieu en premier lieu avec Les Mauvaises Épouses, où là je raconte la vie des femmes de scientifiques qui vivaient juste à côté de la bombe atomique dans les années 50 dans le désert du Nevada à côté de Las Vegas. Ensuite, il y a eu Les Secrets de la NASA avec La double vie de Dina Miller, où là, on va suivre une espionne du Mossad qui va traquer les nazis infiltrés dans la NASA, puisque les scientifiques nazis ont été récupérés par les États-Unis pour travailler en fait à l'exploration spatiale et notamment être les premiers à marcher sur la Lune. Et donc là, j'avais ces histoires dans l'histoire, et pour Peg Entwistle, c'était la première fois que je m'intéressais à un destin
Et ce destin-là, il m'a vraiment, vraiment marqué, puisque il y a vraiment des grandes thématiques qui nous parlent encore aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans l'histoire, au final, quand l'histoire d'hier parle à l'histoire d'aujourd'hui, qui est en train de s'écrire. Et donc, comme tu le disais, donc tes romans, Les Mauvaises Épouses et La vie de Dina Miller, et maintenant, du coup, Hollywoodland, sont des romans, du coup, qui se déroulent aux États-Unis. Pourquoi, justement, ce tropisme américain? Alors là, c'est peut-être mon côté historienne de l'art, où j'avais dans l'idée un triptyque. J'avais peut-être ces triptyques qu'on voit dans les églises gothiques. J'avais envie de faire un peu un panorama court en 3 parties de l'âge d'or américain. Et donc, on a les années 50 avec la bombe atomique, les années 60 avec la NASA, et là, on est dans les années 30, une période vraiment marquante pour les États-Unis, puisqu'elle est à la fois symbole d'une effervescence extraordinaire dans le monde du cinéma, puisqu'on va passer du muet au parlant. On va avoir le tout début des grandes stars hollywoodiennes, vraiment tout le glamour, les paillettes, tout ce qu'on va connaître nous après. Mais également, c'est une période d'une grande noirceur, puisque c'est la Grande Dépression. Et il y a vraiment cette dichotomie entre les paillettes et la misère. Et je voulais qu'il y ait cet équilibre, qu'on comprenne un petit peu ce contexte qui était très compliqué à l'époque, et qui explique aussi, quand on retrouve le personnage de Peg, cette envie d'en découdre, cette envie de s'élever, en fait, et qui donne un peu cette rage de vivre. Bah justement, enfin, personnellement, j'ai lu et adoré d'ailleurs les Mauvaises Épouses et la double vie de Dina Miller. Donc maintenant que je t'entends parler un peu du synopsis de Hollywoodland, je vais être obligée de le lire, hein, je pense, pour finir le triptyque. En fait, c'est des romans qui mettent en scène des femmes et du coup, par la même occasion, leur destin. Est-ce que tu penses que, en tant que femme, et qui plus est, en tant que femme écrivain, est-ce que tu penses que tu as un certain rôle à jouer? Alors, rôle est peut-être un mot un peu fort, mais un rôle à jouer justement dans cette mise en lumière de femmes et de mise en lumière quelque part de la condition féminine. Alors, je ne sais pas si j'ai un rôle, mais en tout cas, j'ai une voix. Et donc, j'essaie Une plume. J'essaye de porter les valeurs qui me semblent moins importantes. Moi, j'ai un fils, et donc j'ai un bébé, un garçon, et j'ai envie aussi qu'il connaisse et qu'il soit élevé dans le respect des femmes, mais dans le respect de tous, au final. Et donc, je m'intéresse beaucoup au rapport, en fait, dominant-dominé, et au rapport de groupe. J'adore la psychologie sociale. Et donc, on voit les dynamiques de groupe, que ce soit à travers les femmes, mais les femmes entre elles, qui peuvent être horribles. On peut le voir tous les jours, hein, quand on en côtoie, quand on est dans les groupes de femmes, c'est terrible. Mais il y a aussi la sororité. Et je voulais qu'on ait vraiment l'intégralité de la femme. Et on a la femme, ce qu'elle a de meilleur, la femme, ce qu'elle peut avoir de moins bon, mais aussi la femme dans son contexte, et dans le contexte qu'elle a été obligée de subir. Et que ce soit dans les années 30 ou dans les années 60, on voit que c'est le début de quelque chose, le début d'une émancipation. On n'est pas dans un militantisme, on est juste dans des faits historiques. Parce que moi, à chaque fois, ce qui est vraiment très important, c'est la réalité historique. C'est-à-dire que moi, c'est le cadre vraiment de mon roman. Tous les événements, leurs conversations, l'actualité, tout est authentique. Ça va vraiment jusqu'à la marque de parfum qu'ils vont utiliser, tout. Et donc là, dans les années 30, ce qui m'a vraiment marqué, on est en fait aux racines du MeToo. Ce qui nous paraît étrange, parce que vraiment les années 30, quoi. Et on voit que les producteurs ont la mainmise totale sur leurs actrices, mais ça va durer jusqu'à très longtemps. Ah oui, pourquoi pas jusqu'à aujourd'hui, mais on le connaît à travers d'autres destins. Le destin de Marilyn, qui était vraiment enchaîné aussi au studio, qui devait tourner. Mais là, on a des destins qui vont être broyés. Nous, on connaît tous Judy Garland. On va trouver ça magnifique, son histoire, mais en fait, Judy Garland, elle était complètement droguée. Elle était une enfant qui était droguée, soit pour la faire dormir, soit pour la faire tenir. Comme elle grandissait, alors qu'on faisait le tournage, on lui bandait la poitrine pour pas qu'on voit qu'elle était en train de s'épanouir en tant que femme.
C'est vraiment un monde impitoyable et où les femmes, en fait, elles sont à la fois des jouets du destin, mais aussi elles essaient de prendre en main leur destin. C'est ça qui est touchant aussi, en fait. Et on a celles qui sont dans une lutte, comme Peg, elle ne va pas vouloir accepter ces règles-là. Et on a celles qui acceptent ces règles-là et qui vont en jouer et qui sont en fait des victimes consentantes. Oui. Donc on a bien compris par tes paroles là, d'où te viennent et d'où te vient ton inspiration. Si maintenant on revient un petit peu à ta façon d'écrire, est-ce que tu as, en tant qu'écrivaine, justement des petits rituels, des petits secrets d'écriture Alors, en fait, avant, j'en avais beaucoup. J'étais pleine de tics. Je devais écrire dans le silence, je devais faire plein de choses. En fait, pas du tout. Maintenant, j'écris quand je peux, puisque bon, avec un bébé, c'est pas forcément hyper facile. Donc là, en fait, j'y pense tout le temps. C'est vraiment, j'y pense tout le temps. J'y pense en me couchant, j'y pense en me levant. Et je cours aussi beaucoup. Et en courant, le fait de libérer l'esprit, en fait, à travers le corps, ça permet de faire éclore plein de choses. Donc, j'ai plus vraiment de rituel, c'est juste que j'écris quand je peux. T'as pas la folie des petits carnets? Non, mais moi, j'ai toujours un cahier sur moi, par contre, ça, c'est sûr. Ou alors, je m'envoie carrément des textos. On a une psychopathe qui s'écrit des textos. Il m'en arrive même d'en envoyer à ma mère en me disant ça, c'est juste au cas où j'oublierai. Mais oui, les meilleures idées sont très vite oubliées. C'est pourquoi, oui, j'écris, je les note toutes. J'ai un cahier dans lequel je marque aussi mes futurs romans, en fait. J'ai un cahier de pitch aussi dans lequel je note tout ce qui me semble important, les idées à développer. Et puis là, pour l'écriture des romans historiques aussi, c'était l'important pour moi, c'est d'avoir ce cadre historique. Par exemple, pour La double vie de Dina Miller, c'était carrément, comme ça se passe avec la NASA, il y a des vrais essais de fusées, des lancements de fusées. Ouais. Et donc, j'ai vraiment collé aux dates. Donc, ce qui a même influencé le récit, puisque des fois, c'était telle date et tel lancement, moi, je savais qu'il allait être raté. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, un lancement raté, comment rentrent les hommes à la maison? Et comment elles vont faire pour accueillir la colère, pour accueillir la déception? Qu'est-ce qui va se passer derrière les portes? Et donc, en fait, ça construit vraiment tout le récit. Et pour Peg, là, c'est sous forme de compte à rebours, puisqu'on commence le jour de son suicide. Donc, dès le départ, on sait que Peg va mourir. On le sait dès le départ, là je ne mens pas du tout au lecteur, hein, mais c'est un peu comme un épisode de Columbo. On sait dès le départ qui est l'assassin, mais on se demande comment il va faire pour le trouver. Ou alors c'est un peu comme, si tu te souviens, quand on regardait Titanic, on sait que ça va couler à la fin. Oui, c'est vrai. Mais on espère que ça ne va pas couler, on espère qu'ils vont s'en sortir, alors qu'on sait que ça va mal finir. Mais on s'attache tellement au personnage. Et donc là, Peg, ça commence par son suicide. Et puis hop, on déroule le fil, on fait un travelling arrière et on part 3 mois avant son suicide. Et là, du coup, tes romans historiques, du coup, comprennent un temps, je pense, non négligeable, justement, de recherche en tout genre. Et justement, comme tu me dis, que les romans s'adaptent également à la chronologie. Ça prend combien de temps, en fait, d'écrire ce genre de roman? 1 an à peu près. 1 an? Oui, 1 an. Il y a une grosse phase qui est consacrée aux recherches. Et notamment là pour Peg, ça m'a pris beaucoup de temps parce que comme elle est connue uniquement pour son suicide, on parle que de son suicide. Oui. Et personne ne s'est intéressé à qui elle était réellement. Et donc, c'était très difficile de trouver des éléments. Donc, il a fallu vraiment fouiller dans les notices pour trouver notamment des programmes de théâtre, plein de choses comme ça. Puis après, m'immerger aussi dans cette culture américaine des années 30. Et donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Après aussi, tout était en anglais. Bon, moi, j'ai de la chance de pouvoir lire et écrire facilement en anglais, mais forcément, ça prend un peu plus de temps. Oui, donc, c'est sûr. La charge pour Peg a été longue. J'ai mis plus de temps pour Peg, effectivement, pour recenser, parce qu'après, au final, en croyant ne pas avoir assez d'infos, j'en avais trop. Donc après, il a fallu faire le tri. Et pour qu'il y ait
un vrai plaisir de lecture, puisque moi, ce que je veux, c'est que le lecteur ait le sentiment de lire un roman et non un traité historique. Hein. C'est vraiment un roman. Mais là aussi, pour Peg, ce qui était différent encore, c'est que c'était vraiment une enquête. Parce que pour moi, plus je lisais de choses sur Peg, plus je découvrais de choses sur sa vie et sur les événements qui se sont passés, plus j'étais convaincue qu'elle n'avait pas sauté. D'accord. Et donc, c'est vraiment une enquête pour moi. Et à la fin, je livre, moi, ma théorie sur ce qui s'est passé pour Peg. Et justement, est-ce que tu as un petit secret justement pour avoir cette plume si cinématographique qui immerge totalement le lecteur? Tu as un petit secret peut-être? Alors, c'est vrai que souvent, on me dit, moi, c'est très cinématographique. Ce qui était drôle, c'est qu'il y a une lectrice, il n'y a pas longtemps, là, qui m'a dit, je crois que c'est pour Dina Miller, elle m'a dit, c'était 274 pages de film. Et j'ai trouvé la formulation très jolie. En fait, moi, je vois vraiment les scènes. Je les vois, je les vis intensément. C'est-à-dire que si quelqu'un me filmait en train d'écrire, on pourrait se dire que je suis folle. C'est-à-dire, C'est une pièce de théâtre. je vis le truc. Si l'héroïne acquiesce, je vais acquiescer. Si elle hausse les épaules, je vais hausser les épaules. Et donc, en fait, peut-être que le fait de vivre réellement la scène, d'être totalement, moi, immergée dans cet univers-là, peut-être que ça réussit à le faire passer au lecteur. Parce que moi, ce que je trouve formidable dans l'écriture, dans la littérature, c'est d'avoir un imaginaire qui se transmet. Ouais. Et je trouve ça formidable. Comment quelque chose qui naît dans un cerveau peut passer à un autre cerveau. Et donc, c'est ça. Je me dis, j'ai cette image, moi, là, et je suis très heureuse de pouvoir la transmettre. Et du coup, comme tu es en totale immersion par rapport à tes personnages et à ce que tu écris, est-ce que tu as du mal à les laisser une fois que tu as rendu ton roman? Alors, ce qui m'aide, moi, c'est que j'écris le prochain à chaque fois. Donc, à la sortie, quand on est à la sortie, là, on est à la sortie de Hollywoodland, je suis en train d'écrire le prochain. Et donc, en fait, ça me permet d'avoir cette distance, un peu cette focale, et de ne pas être non plus obnubilée. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent dans les films, on nous montre les auteurs qui connaissent par cœur leur roman, qui disent ah oui, à la page 163, il y a tel truc. Non, enfin, moi, pas du tout. Parfois, même les lecteurs viennent en salon et me disent ah oui, tel moment. Et je suis en train de me dire, mais c'est dans quel roman en fait? Je ne m'en souviens plus. Évidemment, je me souviens de manière générale, mais parfois, et c'est ça qui est formidable, c'est que le lecteur, lui, il vient de le lire, il vient de le découvrir, et donc c'est tout neuf pour lui, et donc il l'a vécu, et ça, c'est le plus beau des compliments au final. Est-ce que tu arrives à relire tes romans? Ah non, je déteste. Non. Alors ça, vraiment horrible. Non, je les relis évidemment jusqu'à satiété pour avant la parution, évidemment. On traque les dernières coquilles et tout ça, mais ça, c'est une période que je déteste. Vraiment, je déteste cette période où on doute de tout, de la moindre virgule, c'est une catastrophe. Mais après, certainement pas. Moi, le roman publié, je l'ai chez moi, je l'ai à la maison, mais je ne l'ouvre pas. Donc, c'est pas la peine de me dire c'est une coquille. Je ne veux pas le savoir. J'ai tellement travaillé dessus, je ne veux pas. Il est beau, il est parfait, on n'y touche plus. Overdose après. Et justement, tu as écrit des livres sur des thématiques totalement différentes, et notamment les 3 derniers qui sont plus historiques. Qu'est-ce que tu attends de tes romans? Eh bien, un petit peu comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une ouverture d'esprit. Moi, je ne donne en fait, à part là pour Peg, c'est un peu différent, mais sinon, je ne donne pas réellement mon opinion. C'est-à-dire que je me base sur le travail de l'historien qui est de donner des faits. Notamment pour la double vie de Dina Miller. Donc là, on parle de l'opération Paperclip, les États-Unis qui ont repris les scientifiques nazis et qui les ont américanisés en leur changeant de nom et tout ça pour récupérer leur savoir. Eh bien, par exemple, pour ce thème-là, on va se dire, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et en fait, chacun se fait sa propre opinion. Évidemment, moralement, c'est très choquant. Oui. Et c'est répréhensible. Mais on peut se dire aussi, de l'autre côté, si on est vraiment très pragmatique, si les États-Unis ne l'avaient pas fait, l'URSS l'aurait fait. Et donc, l'histoire et le partage du monde, notamment, auraient été différents. Et donc, moi, je me donne les faits et chacun, après, se fait son opinion.
pour les mauvaises épouses, avec le fait de vivre si proche de la bombe atomique. C'était vraiment qu'à une vingtaine de kilomètres de la bombe atomique. Alors évidemment, il y avait des symptômes, hein, on saignait du nez, on avait des cancers, mais l'armée disait que c'était rien. Donc eux-mêmes leur faisaient confiance. Puis de toute façon, c'était vu la bombe atomique comme l'arme ultime contre le méchant soviétique qui allait venir avec le couteau entre les dents. Donc on peut trouver qu'ils étaient totalement candides, mais en même temps, ils n'avaient pas d'autres informations. Et donc si, encore une fois, on recule cette focale, on se dit, mais et nous aujourd'hui? Et donc en fait, c'est mieux comprendre le passé pour analyser le présent. Et là, avec PEG, avec Hollywoodland, c'est tout ce milieu du cinéma. C'est aussi une réflexion sur la chance, sur le destin. Est-ce qu'on a vraiment notre libre arbitre ou pas? Est-ce que tout est joué d'avance? Parce que PEG, elle a vraiment joué de malchance, mais toute sa vie. Et c'est quelqu'un qui a ramé, mais qui n'a jamais baissé les bras et qui est admirable en ça. Donc, ce sont des réflexions qui sont à la fois issues du passé, mais universelles. Et donc, c'est vraiment ça que je trouve intéressant aujourd'hui aussi, c'est d'avoir ce passé pour nous éclairer. Alors, si je peux me permettre une dernière question pour clore ce podcast. Si tu pouvais incarner justement un personnage ou une héroïne de roman, lequel serait-il? Je ne sais pas si je serais une héroïne. Moi, je me verrais plutôt en Mary Shelley. J'aurais bien aimé écrire Frankenstein. C'est une thématique qui sort un peu de ton scope habituel. Je vais m'en sortir des clous. Mais sinon, moi, une écrivaine que j'aime beaucoup Margaret Atwood. Je trouve que c'est vraiment une visionnaire. Elle a écrit notamment donc, la Servante écarlate. Oui. Et il faut savoir, c'était quand même en 85 qu'elle a écrit ça. Et quand on relit La Servante écarlate, vraiment, pas la série c'est autre chose, c'est plus divertissant, c'est pas pareil. Mais le livre, vraiment le roman La Servante écarlate, on voit toute cette montée de haine, ce changement de paradigme complet, la domination qui se met en place, la fin de l'écriture, la fin de la lecture. Enfin, c'est vraiment passionnant et je trouve que là aussi, ça nous éclaire au final. Elle fait un travail d'historienne. En fait, elle est un peu une historienne du futur. Et d'ailleurs, à quand l'adaptation cinématographique de tes romans finalement? Ça, faut demander au réalisateur. Je ne sais pas. Bon, il y a plusieurs projets en cours, mais on ne sait jamais si ça va aller au bout ou pas. Donc c'est un appel si les réalisateurs nous entendent. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci Zoé pour ce moment passé avec toi. Ravie d'avoir échangé avec toi. Vous pouvez retrouver les romans de Zoé aux éditions Albin Michel. Le dernier, Hollywoodland, est sorti tout récemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode dans lequel nous poursuivrons notre voyage chez les écrivains. À bientôt. De vive voix avec CBC Informatique.